Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série consacrée aux algorithmes fondamentaux. Nous allons essayer de les décortiquer un petit peu chacun pour un petit peu voir comment ils fonctionnent. Et on va s'intéresser dans celle-ci à la recherche de la valeur minimum dans une liste. Et comme vous le savez, on se rend sur mon site avant de commencer pour trouver les documents, dans documents de cours, première NSI, et ensuite on va dans la partie algorithmique, et dans la partie algorithmique, j'ai mis un petit lien vers les algorithmes illustrés. Alors il suffit d'y aller et de regarder un petit peu ce que je vous ai mis au menu. Alors, on va s'intéresser à des algorithmes relativement simples, mais la difficulté va être croissante. On va commencer ici, donc, comme je vous l'ai dit, par la recherche du minimum. On s'intéressera dans la prochaine au tri par sélection. Et dans la dernière, ou peut-être l'avant-dernière, si on en fait une autre, au tri par insertion. Voilà, et si on est en forme, on fera peut-être la recherche dichotomique et le triabule. Mais ça, on verra bien. Euh, on va toujours fonctionner de la même manière. On regardera l'algorithme s'exécuter ici de manière visuelle à gauche. Je l'ai fait en JavaScript, vous en doutez. Et à droite, son exécution en Python dans Tony. Donc mon conseil, c'est d'avoir toujours pendant la vidéo Tony sous la main pour pouvoir exécuter les différents codes dont on va parler. Voilà, donc vous appuyez sur pause, vous pouvez même prendre un petit peu d'avance par rapport à ce que je vous raconte et essayer de bien les comprendre sous toutes leurs coutures. Voilà, alors avant de commencer donc sur la recherche de la valeur minimum, je fais deux trois petits rappels sur comment se manipulent les listes en Python. Je vais copier et coller cette liste de ce côté-là dans la console de Python. Voilà, je lui donne un nom, je vais l'appeler liste, je colle. Et voilà, j'ai créé une liste contenant 28 valeurs. Et ces 28 valeurs sont composées de nombres entiers compris entre 0 et 100, choisis de manière aléatoire. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on fait d'abord pour accéder à la taille d'une liste, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'elle contient? C'est le mot-clé. La fonction préétablie, qui s'appelle len, dans laquelle on passe le nombre de variables correspondant à la liste en question et on obtient le nombre d'éléments que la liste contient. Bon, comment est-ce qu'on fait ensuite pour accéder à une valeur spécifique d'une liste? Je vais prendre l'exemple de 40 par exemple. Comment j'accède à 40? Alors vous savez que ça passe toujours par son indice. Et dans tous les langages de programmation, les indices commencent à 0. Ne vous trompez pas. 40, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e valeur du tableau. Donc son indice ne sera pas 5, mais 0, 1, 2, 3, 4. Donc si je tape liste et entre crochets la valeur 4, c'est-à-dire son indice, j'obtiendrai bien la valeur 40 et j'ai accédé à la valeur 40 par son indice en se rappelant toujours que l'indice commence à 0. Une autre chose dont je voulais vous parler, ce sera utile par la suite, c'est comment on fait pour justement générer une liste de valeurs aléatoires en Python. Alors, on l'avait déjà fait il y a quelques mois, je vous le rappelle, ça passe d'abord par l'import du module random qui est inclus dans Python, et ensuite on crée une liste vide. Voilà, là j'ai créé une liste vide, et dans cette liste, on va la remplir grâce à une boucle for avec des nombres entiers choisis de manière aléatoire. Alors pour faire ça, alors je vais faire par exemple un tableau de 28 valeurs par exemple. Alors for I in range, bien sûr. In range combien? 28, puisque je veux 28 valeurs dans mon tableau. Là, je mets le nombre de valeurs que je veux inclure dans mon tableau. Et ensuite, comment je fais pour, à chaque tour de boucle, ajouter une valeur choisie au hasard? Alors, la syntaxe est celle-ci. List append, point append, et append qui veut dire ajouter. Je vais ajouter quoi à ma liste à chaque tour de boucle? Un nom choisi de manière aléatoire, et la fonction prédéfinie du module, c'est randint. Alors, on va lui rentrer deux valeurs en paramètre, c'est de combien à combien je veux qu'il choisisse ce nombre entier de manière aléatoire. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va regarder à quoi ressemble cette liste. Voilà. Est-ce qu'elle contient bien 28 valeurs? Vous pouvez le vérifier, bien sûr. Cette nouvelle liste, est-ce qu'elle contient bien 28 valeurs? Bien sûr. Donc, qu'a fait ma boucle for? Elle a itéré de 0 à 28, donc, parce que n'oubliez, à 27, pardon, excusez-moi, puisque 28 n'est pas compris dans l'intervalle, rappelez-vous. Et à chaque tour de boucle,
il a rajouté une valeur aléatoire. Premier tour de boucle, 14, deuxième tour de boucle, 16, et ainsi de suite, jusqu'à la valeur 27, le moment où la liste est terminée, la boucle était bornée, comme une fois que la valeur 27 est remplie, là il a trouvé 18, la liste est créée et c'est terminé. Voilà, on y reviendra parce que ce sera intéressant ensuite quand on fera les tris de générer comme ça des tableaux de manière aléatoire en Python. Alors, c'est parti. La recherche du minimum, comment ça se passe? Je vais vous proposer d'abord de commencer à gauche et de regarder un peu comment fonctionne cette petite implémentation illustrée de la recherche du minimum. Alors, vous pouvez mélanger, hein, comme ça. Quand je clique sur mélanger, que fait le petit algorithme? Il génère des tableaux justement de manière aléatoire, de valeurs comprises entre 1 et 100 ici. Et, voilà, et à chaque fois, je clique dessus, un nouveau tableau est généré, dont vous voyez la valeur ici en bas. J'ai choisi 28 valeurs, très bien. Et vous avez donc les valeurs du tableau qui s'affichent ici et leur indice qui s'affiche en noir en bas. Très important, hein, donc de 0 à 27. Et puis les petits rectangles vous montrent évidemment leur taille, leur hauteur est proportionnelle à la valeur du tableau pour en avoir une représentation visuelle. Donc là on voit bien qu'on a un tableau qui n'est pas rangé, hein, il est généré comme ceci de manière aléatoire. Allez, je m'arrête à ce tableau ici et essayons de réfléchir comment vous feriez en tant qu'être humain pour trouver la plus petite valeur de ce tableau. Alors, pour trouver la valeur minimum de ce tableau, il y a une première chose qui est obligatoire, c'est de parcourir le tableau dans son entier, bien sûr, hein. Il faut examiner toutes les valeurs du tableau. Alors, comment je ferais moi? Je commencerai par le début, d'accord? Je m'aperçois que la première valeur est 42, et puis ensuite je vais voir si j'en trouve pas d'autres plus petites. La deuxième, 38, ah oui, est plus petite que 42, donc c'est 38 le plus petit. Et je continue par explorer mon tableau et je m'arrête à chaque fois que je trouve une valeur plus petite que celle que j'avais mémorisée avant. Alors j'avais mémorisé 38, là à l'indice 4, je trouve 26. 26 c'est mon nouveau minimum. Très bien, et je continue, je parcours et je vais voir si j'en trouve pas un qui est plus petit que lui. Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Ah si, j'en ai trouvé un, l'indice 12, j'ai trouvé la valeur 12. Et je continue, ainsi de suite, 5, ok. Et je continue. Ah, 2 est plus petit que 5, je garde cette valeur. Et je parcours mon tableau jusqu'à la fin pour bien m'assurer qu'il n'y a pas de valeur plus petite que 2. Une fois que c'est fait, je reviens à 2 et je peux affirmer que la plus petite valeur de ce tableau, c'est bien 2 à l'indice 21. Alors ça, c'est moi qui l'ai fait comme ça, et l'algorithme fonctionne exactement comme ça. Regardons-le, s'exécuter, c'est parti. Voilà. À chaque fois que je trouve une valeur plus petite que la précédente, je sélectionne cette valeur pour m'en souvenir, je la stocke en mémoire, j'arrive à la fin, et j'affirme ici que la plus petite valeur, c'était 2 à l'indice 21. Alors, comment a procédé l'algorithme? On vient déjà de le décrire à peu près. Il y a une première chose qui est très importante à bien comprendre, c'est qu'il faut, on fait ici des comparaisons hein, entre valeurs et on garde toujours la plus petite. C'est que quand on commence à faire la recherche du minimum, on commence par examiner une valeur toute seule que je peux comparer à personne. Voilà pourquoi toujours quand je cherche le minimum dans une liste, je vais considérer que la première valeur à l'indice 0 est le minimum. Et je vais comparer ensuite successivement les autres à celle-ci. Alors regardez bien, je régénère un nouveau tableau. Voici la valeur à l'indice 0 qui vaut 51. Et mon algorithme commence toujours par dire la première valeur est la plus petite pour ensuite pouvoir la comparer aux autres. Regardez bien côté Python, dans la fonction minimum qu'on va décrire ici, c'est bien ce qui est fait ici. Je crée une variable qui s'appellera min et je lui affecte la valeur liste 0. Qu'est-ce que ça veut dire liste 0? C'est la première valeur de la liste. Donc cette variable min qui est ici, combien vaut-elle? Dans ce tableau, elle vaut 51. C'est bien la valeur qui est à l'indice 0. Très important, donc ici d'initialiser à chaque fois la variable. Parce que à la fin, minimum va être amené à évoluer bien sûr, parce que je vais peut-être trouver des valeurs plus petites que 51, et du coup, je vais pouvoir les comparer successivement. Alors, à chaque fois que je vais trouver une valeur plus petite que 51, quand je vais trouver une valeur plus petite que 51, le minimum, ce sera cette nouvelle valeur. Et c'est bien ce que je vais trouver là tout de suite à l'indice 1. 28 est plus petit que 51, et donc je vais stocker cette valeur dans la variable min. Allez, on le réexécute encore un coup, et on regarde. À chaque fois que
un rectangle est monté comme ça veut dire que c'est le nouveau minimum du tableau. Voilà comment il a été exécuté. Regardons en Python ce que ça donne. C'est quoi parcourir un tableau du début à la fin? Alors d'abord, je crée la variable n qui contiendra la longueur de la liste en question. Pour nous ici, n vaut 28. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a 28 valeurs ici dans ce tableau. Donc n égale 28. Donc. Et dans cette boucle qui est ici, cette boucle for, qu'est-ce que je fais? For I in range n. Je vais explorer toutes les valeurs de i de 0 à 27, donc, puisque 28 n'est pas compris. N vaut 28, c'est la taille du tableau en question. Ok. For I in range n, qu'est-ce que je vais faire à chaque fois? Je vais regarder si l'élément de la liste est plus petit que le minimum. Dès le premier tour de boucle, qu'est-ce que je fais? Minimum, c'est qui? C'est la première valeur de la liste. Ici, c'était 51. Donc, dès le premier tour de boucle, d'abord, i vaut 0. Quand i vaut 0, liste 0 inférieure à min, ça c'est faux, hop, j'en sors et je pars tout de suite à la valeur 1. Et quand i vaut 1, qu'est-ce qui se passe? Si la valeur de la liste à l'indice 1, qui était ici 28, est plus petite que le 51 que j'avais initialisé tout à l'heure, alors là, min prend la valeur de liste 1. D'accord? Donc ici, au deuxième tour de boucle, min qui valait 51 est déjà devenu 28 parce qu'il était plus petit que le précédent. Le nouveau minimum maintenant, c'est 28. Je vais pouvoir refaire un tour de boucle et passer à 2. Si liste 2 est plus petit que 28, regardons si c'était le cas. Liste 2 est plus petit que 28, oui c'est le cas. Donc qu'est-ce que je fais? Liste 2 est le nouveau minimum. Donc je garde en mémoire la valeur 4 pour ensuite aller explorer la suite du tableau. Ensuite, quand ça ne marche pas, faisons l'exemple du tour de boucle suivant. Pour i égale 3, la valeur vaut 49. Est-ce que 49 est plus petit que mon précédent minimum qui était 4? Là, non, c'est faux. Donc, je ne rentre pas dans cette instruction ici. Et comme il n'y a rien d'autre à faire à la suite de cette instruction if, hop, je fais le tour de boucle suivant, ça veut dire que je n'ai rien fait. Et je vais ainsi jusqu'à la fin de ma liste, je l'explore totalement, et je peux être sûr que le min qui va être retourné par la fonction est bien la valeur minimum du tableau. Allez, on refait un petit parcours d'une nouvelle liste, regardez-le bien, je pense que vous avez compris. Min est affecté à chaque fois que la valeur est plus petite que celle que j'avais stockée précédemment. Ici, c'était 1. Je vous engagerai ensuite, quand vous le manipulerez, à regarder la trace d'exécution. C'est-à-dire qu'ici, on a le souvenir de tout ce qui s'est passé dans cette petite console que j'ai faite en bas pendant tout le parcours du tableau. Minimum, ici, dès le début, je dis que c'est 49. Et ensuite, je parcours mon tableau. Et on voit à chaque fois qu'il a trouvé une valeur plus petite, min a pris la valeur de la plus petite valeur rencontrée lors du parcours du tableau. Et une fois que je suis arrivé à la dernière valeur du tableau, je donne la valeur du minimum. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça finalement, donc regardez-le bien et assurez-vous que vous avez bien compris son fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire d'autre? Un petit exercice avant de se quitter. Peut-être une ou deux applications. Alors, d'abord, c'est de voir s'il fonctionne. Ce programme, ce serait quand même pas mal. Alors, je vais reprendre la liste qui est ici, on la copie et on la colle dans le corps du programme. Alors, ça s'appelle ma liste. Voilà, hop. Voilà ma liste qui vaut cet ensemble de valeurs. Maintenant, comment je vais faire dans un programme Python pour traiter cette liste par ma fonction qu'on vient de décrire ici. Hop, je vais baisser un petit peu ma fenêtre. Alors, comment je fais pour appeler ma fonction? Ma fonction doit chercher le minimum de cette liste. Donc, je dois appeler cette fonction minimum, que j'ai appelé comme ça, et en paramètre, je vais lui passer en particulier celle qu'on avait appelée ma liste dans le corps du programme, peu importe, vous lui donnez le nom que vous voulez. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction minimum va prendre cette liste en paramètre.
et la rentrer à la moulinette de tout son traitement et nous retourner la valeur minimum. Alors, comme ici je suis dans le corps du programme, je vais faire un print pour l'afficher, d'accord, dans la console, ok. Et puis, bah, vous l'avez compris, hein, je lance l'exécution et il a trouvé que c'était bien la valeur 1 minimum, c'est fait. Alors c'est un peu spartiate, hein, il ne vous dit pas grand-chose, mais après vous pouvez faire parler votre programme. Le minimum trouvé est, très bien, bah, allez, on va le faire. Minimum, d'accord. Ok, le minimum trouvé, c'est quoi ça? Vous savez qu'il vaut mieux mettre un séparateur virgule hein, pour ne pas avoir une confusion dans les types de variables. Voilà, on le refait passer. Mon minimum trouvé, c'est 1. Très bien. Allez, dernière petite question que je vais vous poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire euh, pour afficher, comme le faisait l'implémentation JavaScript à gauche, pour indiquer aussi où se trouvait ce minimum dans la liste, par exemple. Ça peut être intéressant. Je vous laisse réfléchir. Quand je dis où, c'est-à-dire à quel indice, là c'était l'indice 11, hein, vous vous rappelez. Comment est-ce qu'on peut modifier notre fonction pour qu'il nous donne l'indice de la valeur minimum, qui en l'occurrence ici valait 1. Je vous laisse réfléchir un moment, vous pouvez même appuyer sur pause, et ensuite relancer la vidéo pour voir la réponse. Alors on va essayer de la donner ensemble. Comment faire pour trouver l'indice de la valeur minimum? Cet indice, il faut d'abord lui donner un nom de variable. Je vais l'appeler indice minimum. Et il faut toujours l'initialiser, cette variable. On va l'initialiser à 0. Comme toujours, on va dire que l'indice de la valeur la plus petite, c'est 0, c'est la première valeur. Et puis après, on va la modifier à chaque fois qu'on trouvera un minimum. Si je trouve un minimum, en parcourant mon tableau, qu'est-ce que je peux faire? À chaque fois que j'ai trouvé une valeur plus petite, il faut que indice min garde le souvenir de l'indice de cette valeur plus petite trouvée que la précédente. Donc indice min doit prendre la valeur de quoi d'après vous? À chaque fois que je trouve une valeur plus petite que le minimum que j'avais mémorisé, indice min doit prendre la valeur de son indice. Quel est son indice? Eh bien, c'est tout simplement, je vous le donne en 1000, la valeur i. S'il ne trouve pas de valeur plus petite, si elle est plus grande, dans ce cas-là, il n'exécute pas, il garde en mémoire l'ancienne valeur de l'indice minimum, et à la fin, on va lui demander de nous le retourner, indice min, pardon, excusez-moi si je n'ai pas fait de bêtises, indice min, voilà, je lui demandais de nous retourner aussi cette valeur. Alors vous savez, quand on nous demande de retourner deux valeurs quand on fait un return dans une fonction, le résultat sera généré sous la forme d'un tuple, vous savez. Alors on va d'abord tester pour voir si elle fonctionne. On y va. Voilà. Alors ça a marché. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, c'est plus minimum. Si, c'est minimum. Il m'affiche sous la forme d'un tuple hein, la valeur minimum, min, mais aussi son indice, 11, c'était bien ça, et il l'a bien trouvé, comme vous le voyez ici. Si je veux avoir accès directement à l'indice et non pas à la valeur minimum, je peux soit enlever le minimum là, ou alors de manière un petit peu plus subtile, le minimum de ma liste, je peux, comme vous voyez que c'est un tuple, hein, ce minimum de la liste, je sais que je peux avoir accès, comme dans une liste, à une valeur particulière du tuple. Hein. Le tuple ici a un indice 0 et celui-ci il a un indice 1. Donc je peux demander simplement à avoir l'indice. Vous voyez, si je fais ça, tiens, on va voir si ça marche. Ah ouais, il m'a donné, donc là je pourrais dire l'indice du minimum. Je n'accède dans le tube qu'à la valeur, à l'indice 1. Bon, alors on peut faire comme ça. Indice minimum, truc. D'accord? Et puis ensuite, bah, vous faites comme vous voulez. Hein. On a compris qu'on peut ensuite faire comme on veut. Ensuite, je peux chercher, demander à afficher le minimum. Cette fois-ci, ce sera dans le tube qui est retourné celui qui a l'indice 0. D'accord? Et faire un affichage un petit peu plus joli. Voilà, avec plus de raffinement. Voilà, on a fait le tour, et puis vous pouvez tester d'autres fonctionnalités. On fera les analyses de complexité plus tard. Pour l'instant, on essaye de voir comment fonctionnent nos algorithmes. Et je vous propose dès maintenant de souffler un petit peu, et puis d'essayer d'aller nous frotter au tri par sélection. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. A tout de suite.